two teenagers see it first. Like a falling star from outer space. Boy, that was close. 1958. Une effrayante gelée extraterrestre menace d'engloutir la Terre et ses habitants. Dans un film d'horreur de série B, le blob apparaît pour la première fois sur les écrans. Look out, because soon, very soon, the most horrifying monster menace ever conceived will be oozing into this theater. Cette créature de science-fiction a donné son nom à un organisme vivant bien réel. Mais qui a tout d'un ovni scientifique. Ni animal, ni plante, ni champignon, le blob est un organisme unicellulaire présent sur Terre depuis près d'1 milliard d'années. L'un des êtres vivants les plus primitifs et l'un des plus simples. Pourtant, derrière son apparente simplicité, se cachent des capacités incroyables. Il n'a pas d'yeux, pas de bouche, pas d'estomac ou de pattes. Et pourtant, il voit, il sent, il digère et se déplace. Il n'a ni système nerveux ni cerveau. Et pourtant, il est capable de résoudre des problèmes complexes et d'élaborer des stratégies. Son nom scientifique est Physarum polycephalum. Et il est aujourd'hui étudié par des chercheurs du monde entier. Biologistes, physiciens ou mathématiciens, leur découverte nous entraîne dans un voyage au cœur de l'étrange. Ils nous font découvrir un nouveau champ scientifique dans lequel le mot intelligence ne rime pas forcément avec cerveau. Voici la véritable histoire du blob. Aux origines de la vie sur Terre, près d'1 milliard d'années avant Homo sapiens, 500 millions d'années avant les végétaux, apparaissent les premiers organismes unicellulaires. Et parmi eux, le blob. Dans le grand arbre de la vie, Physarum polycephalum a longtemps été rangé parmi les champignons. Il fait en effet partie de la classe des myxomycètes, littéralement champignons gluants. Mais si le blob partage avec les champignons le goût pour les milieux sombres et humides, et qu'il se développe le plus souvent à l'ombre des sous-bois, il possède une aptitude qui désarçonne les mycologues. Il se déplace. Sans organes dédiés, pas de pattes, pas de système de propulsion, le blob se déplace grâce à un réseau de veines à la vitesse d'1 centimètre par heure. Mais lorsqu'il est affamé, il peut faire des pointes à 4 centimètres à l'heure. Comme dans le film, le blob est un véritable glouton. Il se nourrit de bactéries, de levures et de champignons. Mais le plus impressionnant, c'est que le blob est une seule cellule géante qui double de volume tous les jours et peut atteindre jusqu'à plusieurs mètres de diamètre. Cela fait du blob l'une des très rares cellules visibles à l'œil nu. Audrey Dussutour est l'une des plus grandes spécialistes mondiales du blob. Chercheuse au CNRS à Toulouse, elle est docteure en éthologie
cette branche de la biologie qui s'intéresse au comportement animal. Elle a commencé sa carrière par l'étude des fourmis et plus particulièrement leur nutrition. Jusqu'à une rencontre inattendue. La première fois que j'ai rencontré Physarum polycephalum, c'était quand j'étais en post-doctorat en Australie. Mon directeur de recherche à l'époque, Steve Simpson, qui est un grand spécialiste de la nutrition, était en train d'écrire un ouvrage sur la nutrition qui allait de l'insecte à l'homme. Et il m'a dit au cours d'une conversation, ça serait super d'écrire un ouvrage qui allait de la cellule à l'homme. Et on a discuté un petit peu d'organismes unicellulaires qu'on pourrait tester. Et il fallait un organisme unicellulaire suffisamment grand pour être observé. Alors la première fois qu'il est arrivé au laboratoire, on a tous été un petit peu déçus parce que ça ressemblait plus à une vieille omelette, des œufs brouillés, qu'à un organisme unicellulaire. Alors on l'a pris, on l'a mis dans un placard et on l'a oublié jusqu'au lendemain. Et là j'ai compris l'intérêt d'un tel organisme parce que quand j'ai ouvert le placard, le blob s'était échappé, avait commencé à couvrir le fond du placard. Comme un animal affamé, le blob s'était échappé à la recherche de nourriture. Cette cellule étonnante ne pouvait être qu'un sujet d'étude fascinant pour cette spécialiste du comportement animal. Sa première publication marquante a révélé que le blob est un génie de la nutrition. En laboratoire, la plupart des scientifiques dans le monde le nourrissent avec des flocons d'avoine. Or, quand on veut étudier en fait comment un animal régule ses besoins nutritionnels, travailler sur un aliment unique, les flocons d'avoine, c'était un problème. Donc, il nous a fallu créer des recettes spéciales pour blob. Donc au départ, on est allé un petit peu à tâtons et on a créé des flans. Nous, on appelle ça des flans, une espèce de crème brûlée dans lequel on va pouvoir modifier la quantité de protéines et de sucre. Et donc, comme ça, on a créé 35 recettes différentes, chacune caractérisée par un ratio protéines-sucre particulier. Et on a également fait varier la concentration en nutriments dans ces flans. Grâce à cette méthode, Audrey Dussutour a pu déterminer le régime alimentaire idéal pour le blob et créer le flan optimal pour sa croissance. Avant de lui lancer des défis nutritionnels. Pour pouvoir observer et rendre compte des choix du blob, la chercheuse et son équipe font appel à une technique adaptée à la lenteur de leur sujet, le time-lapse. Ces prises de vue, image par image, sur des périodes de 24, 48 ou même 72 heures, leur permettent de voir évoluer le blob lorsqu'il est soumis à une expérience. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a offert à Physarum polycephalum des cafétérias. Donc dans cette cafétéria, Physarum polycephalum avait face à lui plusieurs flancs, chacun caractérisé par un ratio protéines-sucre différent, et un seul de ces flancs correspondait à son optimum. Après quelques tâtonnements, le blob délaisse les flancs les moins adaptés pour privilégier le flanc optimal. Et on a vu dans cette expérience que Physarum polycephalum était un petit peu un génie de la nutrition, car il se dirigeait vers le flanc qui allait maximiser sa croissance. Et si aucun flanc n'est parfaitement dosé, il parvient à recomposer le régime idéal pour sa croissance en combinant deux préparations imparfaites, l'une trop sucrée, l'autre trop protéinée. Si vous confinez un homme à des régimes qui sont considérés comme déséquilibrés, il va essayer de maximiser son apport en protéines. Le blob, lui, ne fait pas d'excès. Chez l'homme ou l'animal, la gestion des besoins nutritionnels se fait grâce au cerveau, en lien permanent avec l'estomac. Le blob, lui, n'a ni cerveau ni estomac. Pourtant, il est capable d'optimiser l'apport en nutriments essentiels à sa croissance. Autre phénomène remarquable, quand les conditions deviennent vraiment mauvaises et qu'il n'y a plus de nourriture, le blob forme une sclérote. Il s'assèche et rentre en dormance.
il peut rester ainsi pendant près de 2 ans. Pour le raviver, il suffit simplement de l'arroser d'eau. À son réveil, le blob retrouve une vigueur juvénile, prêt à se livrer à de nouvelles aventures. Cet organisme aux particularités extraordinaires, Audrey Dussutour n'est pas la première à l'avoir étudié. Au Japon, il existe une longue tradition d'étude des myxomycètes. Le professeur Toshiyuki Nakagaki de l'université d'Hokkaido fait ainsi partie de la 3e génération de chercheurs japonais à se passionner pour le physarum. Au sein de la communauté scientifique, Toshiyuki Nakagaki est considéré comme le maître des blobs. Il est le premier à avoir révélé leur extraordinaire capacité de déplacement. Pour ce biophysicien, travailler sur les êtres unicellulaires revêt un caractère fondamental. La cellule est la plus petite unité d'un organisme vivant. C'est l'unité commune à tous les êtres vivants, ce qui fonde leur composition. C'est l'essence même de la vie. Et c'est ça qui est absolument fascinant. Le blob n'est pas une cellule comme les autres. Sa grande taille permet des expérimentations inédites. Le professeur Nakagaki et son assistant Daniel Shenz peuvent donc le confronter à des tests de comportement généralement réservés aux animaux. Notamment le test du labyrinthe. Le blob est placé dans un labyrinthe en présence d'une source de nourriture. Va-t-il trouver son chemin? Le blob déploie son réseau de veines à la recherche de la nourriture. Il ne se perd pas dans le dédale. Il atteint son but. Dans une seconde expérience, un blob est méticuleusement positionné sur toute la surface du labyrinthe. À l'entrée et la sortie du labyrinthe, des flocons d'avoine sont placés afin de tester la capacité du blob à relier les deux sources de nourriture. La réponse du blob est saisissante, car il élimine progressivement tous les chemins inefficients. Il ne reste bientôt plus qu'une seule veine qui relie les deux sources de nourriture en empruntant le chemin le plus court. Le blob vient de réussir le test du labyrinthe. En choisissant le chemin le plus court, il optimise le transfert des nutriments au sein de son organisme. Au vu de ce résultat incroyable, le professeur Nakagaki publie un article dans la prestigieuse revue Nature. Le retentissement est énorme. En 2008, il reçoit le prix Ig Nobel, un prix scientifique qui récompense des recherches sérieuses sur des sujets incongrus. Des recherches qui font sourire, puis réfléchir. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu analyser ce réseau de veines que crée le physarum pour optimiser son accès à la nourriture.
Physarum est un organisme particulièrement intéressant pour étudier les réseaux de transport au sein du vivant. Il est lui-même un réseau de transport qui s'adapte en permanence. Donc si vous voulez étudier comment l'architecture d'un réseau réagit en fonction des circonstances, le Physarum est l'organisme idéal pour cela. Le professeur Nakagaki et ses équipes ont décidé de comparer les réseaux créés par le blob à un système existant. En l'occurrence, le réseau ferroviaire japonais, unanimement reconnu comme l'un des plus performants au monde. Sur une carte de la région de Tokyo, les villes principales ont été remplacées par des flocons d'avoine, alors que le blob est disposé sur la capitale. Physarum va-t-il se montrer à la hauteur du défi? Le blob explore son environnement et reconfigure en permanence son réseau de veines à mesure qu'il découvre les flocons d'avoine. Il renforce les liens entre les différentes sources de nourriture, tandis que les autres disparaissent. Le réseau créé par le blob se révèle aussi efficace et performant que le système ferroviaire existant. Le blob rivalise avec les meilleurs ingénieurs dans la conception d'un réseau optimal. Il fait toujours les choix les plus efficaces et se repère dans l'espace avec une étonnante facilité. Les mécanismes de déplacement du blob, Audrey Dussutour et ses collègues australiens en ont révélé l'un des secrets. Lorsqu'on regarde Physarum polycéphalum se déplacer, ce qui frappe, c'est que Physarum polycéphalum, finalement, ne passe jamais deux fois au même endroit. Donc la question qu'on s'est posée, c'est que est-ce que le blob n'utiliserait pas une forme de trace chimique pour mémoriser son environnement? Une stratégie qu'on retrouve chez les fourmis qui émettent des traînées de phéromones pour marquer la présence de nourriture et s'en rappeler. Cette mémoire externe sert aussi aux autres membres de la colonie pour repérer la nourriture. Si on regarde le blob se déplacer, on voit que derrière lui, il laisse une traînée de mucus, une espèce de gel, un petit peu comme les escargots. Et on s'est aperçu que ce mucus était répulsif, c'est-à-dire que le blob ne voulait pas ramper deux fois sur son mucus. Donc on a monté une expérience pour montrer que ce mucus pouvait être utilisé comme une forme de mémoire externe. Donc vous avez un piège en forme de U, vous avez le blob à un certain endroit qui doit rejoindre une source de nourriture qu'il peut percevoir à distance parce que la nourriture diffuse dans l'environnement, mais entre lui et la nourriture, quelque chose qu'il ne peut pas voir, il y a un piège en forme de U. Donc qu'est-ce que va faire le blob? Forcément, c'est de foncer vers l'avant, vers la nourriture et se retrouver piégé dans le U. Donc la tâche, c'est de contourner le U et de trouver la source de nourriture. Donc une fois qu'on avait montré que le blob était capable de faire ça, on a fait une deuxième fois l'expérience, mais cette fois on a couvert l'environnement avec du mucus. On fait croire finalement au blob qu'il a déjà tout exploré. Et dans cette situation-là, le blob n'était plus capable de trouver sa source de nourriture. Donc on avait ainsi prouvé que pour le blob, son mucus est répulsif et il s'en sert pour marquer les territoires déjà explorés. Comme les fourmis, le blob est donc capable de développer une forme de mémoire externalisée grâce à son mucus. Pour Audrey Dussutour et ses collègues, cette découverte constitue un pas de géant dans la compréhension du comportement du blob. Cet organisme ne cesse de repousser le champ des possibles. Quand on voit les capacités de Physarum polycéphalum, il peut sortir d'un labyrinthe, créer des réseaux optimisés, sortir d'un piège en U, équilibrer son régime alimentaire. On peut se poser la question forcément de est-ce que cet organisme est intelligent?
Pendant des siècles, la notion d'intelligence a été réservée à l'être humain. Homo sapiens, être de raison et de réflexion. C'est seulement au XXe siècle que les chercheurs ont commencé à parler d'intelligence chez les animaux en découvrant leurs capacités cognitives, la communication, la mémorisation ou la prise de décision. Aujourd'hui encore, la communauté scientifique a tendance à restreindre la notion d'intelligence aux êtres vivants complexes, dotés d'un système nerveux et d'un cerveau. Mais depuis quelques années, l'étude des processus cognitifs chez des organismes plus simples est en train de faire tomber des barrières. L'idée d'une forme d'intelligence sans cerveau est défendue par de véritables pionniers dans leur domaine. C'est dans ce but qu'a été créé à Florence le Laboratoire international de neurobiologie des plantes. František Baluška et Stefano Mancuso sont deux des plus grands spécialistes mondiaux de l'intelligence chez les végétaux. La question de l'intelligence, le fait que les plantes ou les autres organismes soient intelligents ou non, dépend beaucoup de la définition que nous en donnons. Personnellement, je pense que la définition correcte de l'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Du fait que cette notion est liée essentiellement à l'être humain, il est difficile de parler d'intelligence chez d'autres organismes. Mais en fait, c'est tout simplement la capacité des organismes à survivre. Et il faut vraiment une intelligence élevée pour survivre en pleine nature dans un environnement difficile. La notion d'intelligence chez les végétaux a toujours été controversée. Charles Darwin lui-même a dû faire face aux railleries de ses pairs quand il évoqua, dès 1870, la possibilité d'une intelligence chez les plantes. Que nous dit Darwin? Que tout organisme vivant a deux pôles. Il a un pôle cognitif et un pôle reproducteur qui sont placés de part et d'autre de l'organisme. Les plantes sont comme des êtres humains à l'envers. Elles ont la tête sous terre et ce que nous pouvons voir, les fleurs, c'est la partie reproductive. En fait, c'est comme ça que nous devons voir les plantes, comme quelque chose de similaire à ce pôle-là. Le père de la théorie de l'évolution pressentait déjà l'importance des racines et osait l'analogie avec le cerveau. Selon Darwin, il y a, à l'extrémité de la racine, l'équivalent d'un petit cerveau, comme le cerveau d'un insecte, qui guide la plante. En 2005, avec Stefano, nous avons commencé à démontrer que cette théorie était loin d'être délirante. Au contraire, elle est porteuse d'un message très important. Et depuis lors, nous avons publié plusieurs articles qui viennent confirmer cette théorie. Suivant l'intuition de Darwin, les deux chercheurs ont démontré l'importance de la pointe de la racine dans la croissance d'une plante. Lorsqu'elle se développe, la racine effectue une avancée progressive accompagnée de contacts successifs avec le sol. Elle tâtonne, cherchant à éviter les obstacles, à la recherche du meilleur environnement possible pour se développer. En revanche, lorsqu'on coupe l'extrémité de la racine, elle pousse beaucoup plus rapidement, mais tout droit. Elle n'est plus capable d'analyser son environnement. Après avoir validé la théorie de la racine cerveau chère à Darwin, František Baluška et Stefano Mancuso ont démontré que les plantes disposaient d'une autre capacité essentielle, la mémoire.
Nous avons fait paraître une étude dans laquelle nous avons montré que la Mimosa pudica était capable de mémoriser différents stimuli, de faire la différence entre un stimulus dangereux et un stimulus qui n'est pas dangereux, et de réagir de manière appropriée. Les plantes sont constituées de millions de cellules qui interagissent entre elles. Une racine qui traite les informations comme un cerveau, des capacités de mémorisation, autant de caractéristiques que l'on pensait réservées au règne animal et que l'on retrouve en fait chez les végétaux. De telles performances seraient-elles envisageables chez un être vivant composé d'une seule cellule? Audrey Dussutour a démontré que le blob, lui aussi, était capable de retenir une information. Est-ce que le blob est capable d'apprendre? Est-ce qu'il est capable de mémoire? C'est un petit peu le Graal, cette question. Pour cela, on a fait une expérience pour essayer de démontrer l'apprentissage chez le blob. On a fait une expérience qu'on appelle d'habituation. L'objectif était de tenter d'habituer le blob à une substance qu'il n'aime pas, en l'occurrence le sel. Entre le blob et sa nourriture préférée, un pont de quelques centimètres. En temps normal, il va le traverser en moins de 2 heures. Mais si l'on recouvre le pont de sel, le premier jour de test, il met plus de 10 heures à avancer d'1 petit centimètre. Mais ensuite, on lui demande de refaire ce comportement. Et là, on voit qu'il met 8 heures à traverser le pont. Puis vous retestez le blob et vous faites ça pendant 5 jours d'affilée. Et vous allez voir qu'au 5e jour, le blob finalement met autant de temps qu'un blob contrôle qui traverse un pont sans substance. Le blob finalement s'habitue à ces substances qui sont déplaisantes pour lui. Le blob a finalement appris à ne pas détester le sel. Tu peux sortir la garde aussi, s'il te plaît. Cette expérience a demandé à Audrey Dussutour et son équipe de s'armer d'une patience et d'une rigueur infinies. Alors il faut savoir que la première chose, c'est que l'expérience dure 9 jours. Donc il vous faut suivre le même blob pendant 9 jours. Deuxièmement, cette expérience a été faite sur 4000 blobs différents. Parce que quand vous voulez prouver un apprentissage chez un unicellulaire, un résultat qui est un petit peu quand même exceptionnel, vous devez être sûr de pouvoir convaincre vos collègues. Et c'est pour ça qu'on a répété l'expérience, en tout 4000 fois. Audrey Dussutour est la première à démontrer de façon scientifiquement rigoureuse l'habituation chez un être unicellulaire. Et c'est une véritable révolution dans la communauté scientifique. L'accueil de la communauté a été chaleureux. Nous avons reçu de nombreux messages de neuroscientifiques très intéressés par notre expérience. Bien sûr, il y avait des sceptiques parce qu'on cassait un dogme. L'apprentissage n'était plus réservé à des organismes avec un cerveau. La découverte d'Audrey Dussutour repousse les limites de la connaissance scientifique. Après les êtres humains, les animaux, les végétaux, elle démontre que même un être unicellulaire est capable de mémoriser un apprentissage. Mais jusqu'où le blob peut-il aller? It's indestructible. It's indescribable. Nothing can stop it. This town is in danger. How can it be stopped? Mob hysteria sweeps one city. Before long, the nation, and then the world could fall before the blood-curdling threat of the Blob. Donc, suite à la découverte que le blob était capable d'apprendre, la question qui nous est venue, c'était est-ce qu'un blob qui a appris quelque chose peut transférer cet apprentissage à un autre blob? Pour ce faire, Audrey Dussutour s'est basée sur une capacité remarquable du blob, sa propension à fusionner.
Lorsqu'on prend un blob et qu'on le coupe en deux, on a habituellement deux blobs autonomes. Alors comment ça marche? En réalité, le blob est un organisme unicellulaire, mais il contient plein de noyaux, c'est-à-dire qu'il a plein de copies de son matériel génétique. Du coup, quand vous coupez le blob en deux, chaque partie a une partie du matériel génétique et peut fonctionner de manière autonome. Un blob coupé en deux égale deux blobs. Ensuite, si vous prenez ces deux blobs, vous les mettez côte à côte, ils vont fusionner. En effet, chez le blob, 1 plus 1, ça fait 1. Alors, comment se passe cette fusion? En réalité, les membranes se collent, s'ouvrent et ensuite, on va avoir une connexion des réseaux veineux et on va avoir un blob unique, autonome. Pour savoir si le blob peut transmettre ce qu'il a appris, Audrey Dussutour a donc mis en contact des milliers de blobs habitués au sel avec autant de blobs naïfs. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que si on autorisait une fusion entre deux blobs pendant 3 heures, l'information passait d'un blob à l'autre. Le blob naïf, maintenant, aimait le sel. Le blob est non seulement capable d'apprendre, mais aussi de développer une forme de communication et de partager un apprentissage. Il a fait cette fois la preuve de son génie. Suite à ces découvertes, comme quoi le blob pouvait apprendre et transférer ses apprentissages, on s'est posé la question, quel est le support de cette mémoire? Le fait qu'il pouvait la transférer d'un blob à l'autre nous a donné un petit peu un indice. En effet, il semblait que la mémoire circulait au sein du réseau veineux. Audrey Dussutour a donc directement injecté du sel dans le réseau de veines d'un blob naïf. Et là, on a démontré que cette simple injection était capable de générer un apprentissage. En réalité, on avait été capable d'injecter un souvenir à l'intérieur du blob. Le fait de stocker une substance au sein de sa structure sert de mémoire au blob. Une mémoire spécifique à chaque blob et qui influence son comportement lorsqu'il se déplace ou se nourrit. Audrey Dussutour a même constaté qu'en fonction de leur origine géographique, les blobs ne possèdent pas tout à fait les mêmes aptitudes. Le blob japonais est le plus rapide. L'australien plus lent, mais plus précis. Et l'américain est le plus vorace. Alors pour la petite anecdote, quand on a reçu le blob américain, on avait au laboratoire beaucoup de flocons d'avoine bio, parce que c'est bon pour la planète. Donc c'est comme ça qu'on élevait notre blob australien. Et quand le blob américain est arrivé, on lui a donné la même nourriture. Et il l'a complètement refusé. Il a préféré sortir de la boîte. Il n'aime pas du tout les flocons d'avoine bio. Il préfère une petite marque américaine bien connue. Aux découvertes d'Audrey Dussutour viennent s'ajouter celles d'autres chercheurs du monde entier mobilisés autour de la question de la cognition chez les êtres vivants dits primaires. Ces scientifiques se réunissent régulièrement pour partager leurs avancées sur les organismes qu'ils étudient, les plantes, les bactéries, les anémones de mer ou les planaires, d'étranges vers aquatiques. Mais pour percer les mystères de l'intelligence sans cerveau, le blob reste l'organisme le plus prometteur. À Brême, l'équipe du professeur Hans-Günther Döbereiner tente de décrypter et de modéliser les mécanismes qui guident le comportement de notre génie sans cerveau.
Les recherches de Hans-Günther Doberheiner se concentrent sur la mise en place du réseau veineux au sein des blobs. Pour cela, il se focalise sur des blobs de toute petite taille. Il va utiliser un microscope pour voir comment se génère ce réseau veineux. Donc en réalité, Hans-Günther, il fait de l'éthologie microscopique, alors que nous, on fait de l'éthologie beaucoup plus macroscopique. Observé au microscope électronique, le blob dévoile un peu plus son fonctionnement interne. À l'intérieur de ce réseau, il y a un fluide qu'on appelle protoplasme. C'est l'équivalent du sang qui coule dans nos veines. Comme vous pouvez le voir, il y a un courant dans ces veines. Autour de ces veines, il y a des filaments d'actine, qu'on ne peut pas voir ici, mais qui entourent ces veines et qui provoquent des contractions et des dilatations. C'est ce qui donne la force à ce fluide pour avancer et reculer. On appelle cela l'effet de navette. Trois pas en avant, 2 pas en arrière. Un peu comme la marée, la pression du courant sur la membrane fait avancer l'organisme tout entier. Et la plasticité de cette membrane lui permet de prendre les formes les plus diverses. Le blob choisit la forme qu'il va prendre en fonction de son environnement. C'est ce qu'ont démontré les équipes du professeur Doberheiner. Un chien, c'est toujours un chien. Une bactérie reste toujours une bactérie. Mais le physarum, lui, est comme un transformeur. Le transformeur biologique naturel. Afin de comprendre la manière dont le blob crée son réseau, les chercheurs le passent à la centrifugeuse pour obtenir des centaines de mini-blobs mesurant 200 microns de diamètre. À ce stade, les mini-blobs n'ont pas créé la moindre connexion. Ce qui nous intéresse, c'est comment ces différents petits objets séparés se transforment en un réseau qui relie tous les éléments. On peut voir que les différentes parties se connectent de plus en plus. Et c'est cela que nous étudions. L'observation de la création du réseau vasculaire permet d'analyser comment les connexions se créent pour distribuer le sang du blob. Les équipes de Brême cherchent à établir un modèle mathématique qui décrirait ce processus. Un modèle qui pourrait se montrer utile en médecine dans la compréhension du cancer. Hans-Günther Doberheiner a observé que, pour s'alimenter et se développer, les tumeurs construisent un système vasculaire similaire à celui du blob. La modélisation informatique du réseau du blob offre donc un indicateur utile pour mieux comprendre comment grandissent les tumeurs. Et notre génie sans cerveau a bien d'autres solutions à apporter à la science. On peut voir d'autres applications au blob. La première, c'est une application au niveau écologique. En effet, le blob, quand il se déplace dans son environnement, il incorpore tout un tas de substances. Et on a découvert que chez un cousin du blob, chez Fuligo septica, aussi appelé vomi de chien ou caca des lunas, cet organisme était capable d'accumuler des métaux lourds, type par exemple zinc ou manganèse. Donc on pourrait se servir des blobs pour pouvoir dépolluer certains sols. La deuxième application qu'on peut voir en médecine, c'est que le blob se nourrit de bactéries et de champignons. Et pour cela, il va sécréter des antibiotiques et des antifongiques. Et donc, il peut nous permettre de découvrir de nouvelles molécules pour lutter contre nos propres maladies. Le blob est un organisme modèle incomparable dans des domaines aussi variés que la biophysique, l'écologie ou la médecine. Mais il n'a pas encore livré tous ses secrets. Et
c'est à Boston, dans l'un des hauts lieux de l'étude de l'intelligence primitive, que l'on tente actuellement de faire parler le blob. À la tête de l'imposant Allen Discovery Center, Michael Levin s'appuie sur son double cursus en sciences de l'informatique et en biologie pour tenter de décoder le langage cellulaire. Pour relever ce défi et craquer le code de l'intelligence primitive, Michael Levin peut compter sur sa connaissance des planaires, de petits vers aquatiques qui sont présents sur Terre depuis près de 500 millions d'années. Contrairement aux blobs, les planaires possèdent un cerveau rudimentaire. Mais la plus incroyable de leurs caractéristiques est ailleurs. Une des choses les plus importantes à propos des planaires, c'est qu'elles peuvent régénérer chaque partie de leur corps. Si on coupe une planaire en morceaux, chaque partie sait exactement à quoi doit ressembler le corps entier d'une planaire. Elle se régénère, elle fait repousser tout ce qui manque au bon endroit, et elle s'arrête quand c'est fait. Lorsqu'on coupe une planaire en deux, ces cellules vont se régénérer jusqu'à reconstituer une tête d'un côté et une queue de l'autre. La mémoire de la forme de la planaire est donc stockée dans l'ensemble de son corps, au cœur même de ses cellules. Donc nous avons étudié la question de comment est-ce que l'information est stockée et comment elle est traitée. Et au fil des années, nous avons découvert que ces fonctions dépendent d'un circuit électrique qui permet à ces cellules de stocker l'information. Et nous avons découvert que si l'on perturbe ce circuit électrique pendant 48 heures, et qu'en quelque sorte on efface la mémoire de la forme que doivent prendre ces tissus, quand les planaires se régénèrent, elles vont prendre la forme d'un animal à deux têtes. En perturbant la communication entre les cellules, en modifiant les signaux électriques qu'elles échangent, Michael Levin a pu faire croire à la planaire qu'elle devait faire pousser une seconde tête à la place de sa queue. Un premier résultat incroyable qui ouvre des perspectives infinies. L'enjeu, ce sont de nombreuses applications en biologie et en médecine régénérative. Parce que si nous comprenions comment les cellules communiquent pour définir la structure qu'elles sont en train de créer ou de réparer, on pourrait faire énormément de choses. On pourrait soigner des défauts de naissance, on pourrait faire repousser des organes qu'un patient aurait perdus, ou transformer des cellules cancéreuses en cellules normales, qui coopèrent pour créer des structures saines au lieu de tumeurs. Qu'est-ce qui détermine la fonction d'une cellule? Cette question fondamentale pourrait trouver sa réponse grâce au blob. C'est l'hypothèse de Michael Levin qui, après avoir découvert les travaux d'Audrey Dussutour, a décidé d'entreprendre de nouvelles recherches sur Physarum. Pour nous, le plus important avec Physarum, c'est de vraiment comprendre comment une information est encodée. En d'autres termes, si Physarum apprend que c'est une bonne chose de traverser un pont de sel ou qu'un labyrinthe possède telle ou telle structure, comment est-ce que cela se traduit à l'intérieur de la cellule? Son objectif est de décoder le langage cellulaire pour communiquer directement avec les cellules et peut-être un jour agir sur leur comportement. Ce nouveau continent qui s'ouvre, celui de l'intelligence cellulaire, est plein de promesses. À Bristol, derrière les portes du mystérieux laboratoire d'informatique non conventionnel, Andrew Adamatzky voit dans le blob une formidable opportunité pour développer de nouvelles conceptions de l'informatique. Ces recherches prennent parfois des chemins inattendus. J'ai fait pousser un blob sur une série d'électrodes et j'ai enregistré la tension électrique qui circule entre ces électrodes. J'ai ensuite encodé cette activité électrique et je l'ai transformée en son. Et j'ai réduit 9 jours d'activité en 5 minutes de son. «
Cela reflète le cycle de vie du blob. Tout d'abord, l'adolescence, lorsqu'il couvre l'ensemble des électrodes. Puis la maturité. Et ensuite, il vieillit. Son activité et les pulsations baissent jusqu'à ce qu'il rentre en dormance. Au-delà de cette symphonie du blob, Andrew Adamatzky utilise l'activité électrique de Fisarom à d'autres fins. En utilisant les mécanismes du blob, l'adaptation par exemple, on peut développer de nouveaux systèmes et de nouveaux protocoles pour les robots. Il greffe des blobs sur des robots qui bougent au rythme de leurs impulsions électriques. Il peut même les faire changer de direction en éclairant le blob à l'aide d'un rayon laser. La lumière est un répulsif puissant pour Fisarom. Mais son objectif est de s'inspirer des capacités du blob pour inventer la robotique de demain. À terme, il s'agit pour lui de fabriquer des robots aussi intelligents que le blob, capables de s'adapter constamment à leur environnement et de réagir en conséquence, comme le fait le blob depuis des millions d'années. Informatique et robotique, biophysique ou éthologie, quelle que soit leur discipline, tous ces scientifiques font de la recherche fondamentale. Contrairement à la recherche appliquée, il s'agit de s'aventurer sur des territoires inconnus, sans application immédiate. Mais leurs découvertes peuvent changer le monde. Nous avons besoin de la recherche fondamentale pour élargir notre savoir et pour plonger au cœur même des mécanismes de la nature. Les bénéfices ne seront peut-être là que dans 25, 50 ou 100 ans, mais cela reste indispensable. En réalité, nous, on fait de la recherche fondamentale et c'est vrai que les gens sont plus focalisés sur la recherche appliquée. Il faut voir les deux comme indissociables l'une de l'autre. C'est comme une fleur. La recherche fondamentale serait la racine de cette fleur et la partie florale serait la recherche appliquée. Si vous n'avez pas de racine, vous n'avez pas de fleur. Le blob a délivré certains secrets de son incroyable longévité sur Terre. Nutrition, déplacement, fusion, modélisation, apprentissage, mémorisation. Mais les scientifiques ne sont pas à court d'idées, et l'espace pourrait être leur nouveau champ d'investigation. Suite à nos nombreuses découvertes sur les blobs, nous avons été contactés par des astrophysiciens de Grenoble qui avaient une idée un petit peu saugrenue qui était d'envoyer le blob dans l'espace. Donc le but de cette mission serait de mettre le blob dans un nanosatellite, de l'envoyer dans l'espace et de pouvoir voir en live, en mettant des caméras et des capteurs, comment une cellule réagit aux conditions de l'espace, c'est-à-dire en zéro gravité, face aux rayons électromagnétiques, face à tous les rayons cosmiques. Fisarom polycéphalum pourrait donc rejoindre le blob du film de 1958 dans son berceau stellaire. Quelle nouvelle surprise nous réserve le blob? Qu'a-t-il encore à nous apprendre sur les origines de cette aptitude incroyable qu'on appelle l'intelligence? La grande histoire du génie sans cerveau ne fait que commencer.